Bien, monsieur le maire, président de la communauté urbaine d'Arras, conseiller régional, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'Université pour tous d'Arras, monsieur le président de l'Académie des arts et lettres d'Arras, mesdames et messieurs les présidents des associations Amis de la Révolution, mesdames et messieurs les congressistes, citoyennes, citoyens. J'ai l'immense honneur et l'insigne privilège de vous accueillir dans cette noble maison qu'est le lycée Robespierre, ci-devant lycée de garçons, l'un des fleurons de la ville d'Arras. Il ne vous aura pas échappé que l'incorruptible est bien présent dans ces murs de par l'existence d'un buste à son effigie qui vous contemple dans la cour dès votre arrivée. Buste inauguré en 1990 et qui fait partie de la vie des lycéens comme un camarade de classe en plus. En sont témoins les nombreuses photos de groupe où il trône au centre, parfois affublé d'un calot ou d'une casquette, mais là est le seul outrage que sa statue ait eu à souffrir au long de ces années. Le lycée Robespierre, Robès pour les intimes, accueille 1180 élèves et étudiants qui vont de la classe de seconde aux classes préparatoires aux grandes écoles. La tradition fait du lycée Robespierre un lycée scientifique. Les classes préparatoires scientifiques en sont la raison. Les spécialités, au nombre de 10 au lycée, permettent dorénavant de viser l'excellence dans tous les domaines, pas que les domaines scientifiques, et notamment dans ceux des sciences humaines. Une réforme donc avec des points positifs. Le lycée Robespierre inaugure cette année par ailleurs une section internationale britannique, enrichissant ainsi encore une offre linguistique déjà très large, allant des classes européennes non seulement en anglais mais aussi en espagnol, à l'enseignement des spécialités en langue et culture étrangère du nouveau baccalauréat. Il convient enfin de ne pas oublier la section rugby ou la musique qui complète de façon artistique et sportive l'offre scolaire proposée dans nos murs. Les élèves y acquièrent non seulement savoir, mais aussi savoir-faire et savoir-être. Et si nous, assemblés réunis en ces murs, nous avons pour objectif, c'est une conjecture, de faire République, le lycée Robespierre est bien pour sa part un lycée de la République. Il ne vous aura pas échappé que la République est souvent invoquée à moult propos, fondés ou non. Il y a aujourd'hui urgence à en rappeler les principes, à en défendre ses valeurs et s'en faire les relais. Je n'ai pas connu pour ma part de génération spontanée. Mais qui connaît vraiment cette République ? La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. C'est évidemment l'article 1er de notre Constitution. La République démocratique, donc, est le creuset des échanges, riche d'opposition en toute matière, mais aussi de concorde. La République promulgue la loi. Celle-ci n'est pas immuable. Il faut parfois, oui, que le peuple s'en mêle un peu, à tout le moins dans le débat, monsieur le maire, mais elle s'applique à tous. Les institutions et l'histoire de notre Ve République sont relativement bien connues de nos élèves. De larges pans des programmes d'histoire et d'enseignement moral et civique y sont d'ailleurs consacrés. La vie politique et économique, les différents débats et polémiques, l'actualité et le simple fait dans ces institutions au quotidien la rendent très proche de nous. Les 3e et 4e Républiques éveillent quelques réminiscences car elles sont encore relativement bien étudiées, mais les connaissances deviennent floues, les souvenirs s'estompent. Que dire de la 2e ? Elle a bien dû exister entre la 1re et la 3e, mais que s'est-il passé devant sa brève existence? Cela devient affaire de spécialistes. Venons-en maintenant à ce qui nous réunit aujourd'hui, la Première République et la Révolution. Le français moyen, les élèves en connaissent les grandes dates, et encore parfois à part le 14 juillet. Les noms de certains des grands hommes politiques de l'époque, parmi les plus célèbres, Robespierre, Danton, sont facilement cités. Mais quelle est la connaissance de leurs actions ? Robespierre a le rôle de méchant, Danton celui du gentil. Et après ? Quand on cherche à entrer dans les détails de la naissance et de la courte vie de la Première République, de l'implication et du rôle des différents protagonistes, force est de constater que cela devient uniquement affaire d'historiens.
Certes, la période n'est pas évidente à comprendre. Des hommes politiques nouveaux prennent le pouvoir en 1789 et imposent de manière irréversible un nouveau régime qui est à construire après avoir aboli un pouvoir millénaire, guillotiné celui qui en était le symbole, le tout dans un climat de guerre européenne, de guerre civile et de lutte de personnalité. Enseigner la Révolution française aujourd'hui est le thème du congrès que vous organisez. Il est indéniable que des décisions qui ont été prises à l'époque trouvent un écho encore aujourd'hui. Droits de l'homme et du citoyen, enseignement laïque et gratuit, mais comment l'expliquer à nos élèves quand le volume horaire consacré à la période est si restreint? Du travail vous attend, puissent vos conclusions avoir un écho et servir à une meilleure compréhension de cette partie fondamentale de l'histoire de notre République. Merci à Alcide Carton pour avoir proposé ce lieu pour votre congrès, prévu initialement en septembre 2020, puis en mars 2021, et à Thierry Viard pour son aide dans l'organisation de ce moment fort à l'interne de cette maison. Et finalement, bons travaux à tous. Merci. Merci pour ces propos introductifs. Monsieur le maire, président de la communauté urbaine, bienvenue à notre congrès. Nous vous remercions et nous sommes très sensibles à votre présence ce matin parmi nous. Et puis, vous l'avez reconnu, quoi. J'ai aussi à mes côtés Hervé Loers, professeur d'université à Lille, président de la Société des études robespierristes, et puis Monsieur Prince, qui est élu à la ville d'Arras. Chers amis des associations qui êtes là ce matin et que j'ai eu le plaisir et l'honneur de présenter à Monsieur Le Turc, le maire d'Arras, chers amis des associations arageoises qui ont accepté aussi d'être présentes à nos côtés ce matin, mais Monsieur le proviseur les a cités, l'Université pour tous, l'Académie d'Arras, qui est représentée par notre ami Bernard Sénéca. Je dis notre ami parce que c'est un fidèle membre de l'association Arbre des Amis de Robespierre et qui vous a fait découvrir une partie, une toute petite partie de ses talents d'horloger et qui pour vous demain vous montrera une autre partie de ses talents, celle de merveilleux conteur et connaisseur de sa ville d'Arras qu'il aime beaucoup. Bienvenue donc à tous. Je devrais dire, mesdames et messieurs, chers amis, citoyens, car vous portez la cocarde et vous avez été institué citoyen ce matin. Et puis, à l'instar d'une gravure révolutionnaire bien connue, ici, on s'honore du titre de citoyen. Bienvenue alors à tous au congrès des associations amies de la Révolution. L'Artois, mais c'est vrai aussi pour le Nord, est une terre d'accueil, une terre de labeur, une terre de résistance, car demain, vous le savez, dans les fossés de la citadelle, nous rendrons hommage aux 220 fusillés qui ont résisté contre les nazis pendant la guerre 40 et dont on imagine qu'ils se réclamaient de la France révolutionnaire et pour beaucoup d'entre eux de Robespierre. Donc nous sommes une terre de résistance et nous sommes, vous le savez aussi, une terre d'intégration, et ça depuis le fond des âges. Alors, nous avons essayé, les uns et les autres, d'être à la hauteur de la réputation qu'on nous fait et de vous accueillir comme il se doit. Donc après des mois et des mois de réunions de travail en virtuel, je le disais tout à l'heure, c'est pour nous vraiment une joie de pouvoir vous retrouver de manière collective et de pouvoir nous saluer pour de vrai. Après tout ce temps, je crois que nous mesurez les uns et les autres tout ce que cela peut représenter.
Tout a été pensé ici pour assurer, vous l'avez vu, votre accueil, votre sécurité sanitaire. Et nous sommes, par nature, vous le savez bien, attachés aux libertés publiques, comme nous le sommes tout autant à la philosophie des Lumières et à l'intérêt général et collectif. Comme vous le savez, le contrôle du pass sanitaire à l'entrée a fait débat parmi nous. Au regard des mesures édictées et la manière violente dont elles ont été imposées aux citoyens de notre pays, nous comprenons tout à fait le sentiment d'humiliation, de défiance et de colère parfois qui a pu conduire certains d'entre nous à ne pas s'associer ou à participer à l'événement, et pour d'autres, bien sûr, craignant pour leur santé, à ne pas nous rejoindre. Je le dis, nous respectons leur choix, mais nous regrettons très vivement leur absence parce que nous aurions été vraiment heureux de les avoir à nos côtés et ils auraient été, j'en suis persuadé aussi, d'un précieux concours dans les débats qui vont suivre. Nous fêtons aujourd'hui d'abord la Première République. Pour cette journée, nous accorder sur un thème. Ce thème, nous l'avions prévu en 2020. Or, vous savez, ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans les lycées et dans les collèges, c'est l'année où le baccalauréat a été réformé, les programmes d'histoire l'ont été. Donc l'idée nous est venue donc, de nous poser la question d'enseigner la Révolution française aujourd'hui. C'est une question qui n'a finalement pas trop été posée ces 30 dernières années après la célébration du bicentenaire. Donc nous avons donc convenu de faire se rencontrer des enseignants dans les prochaines tables rondes, avec des universitaires, et puis bien sûr des citoyens, ceux qui appartiennent à des associations ou pas, ceux que nous avons invités pour discuter, proposer de cette démarche. Nous souhaitons ainsi sortir des préjugés, des yakas et des c'était mieux de mon temps, et aborder par la raison cette délicate problématique qui concerne en premier chef nos enfants, dont nous pensons que l'école a pour mission essentielle de les instituer citoyens, pour reprendre une formule qui n'appartient pas à Robespierre, mais qui aurait pu lui appartenir, mais qui appartient à Condorcet. Avant que mon ami Hervé Lewers ne donne les objectifs et le détail du déroulement de nos débats, je voudrais remercier l'ensemble des animateurs et des participants aux tables rondes et aux ateliers, et plus particulièrement l'association des professeurs d'histoire-géographie de l'Académie, qui nous a rejoints pour préparer cette journée. Les remercier bien sincèrement pour leur engagement, leur enthousiasme à répondre au présent et le soin qu'ils ont pris à se coordonner et à échanger pour mieux aborder les problématiques dont ils ont accepté la charge. Je voudrais associer à ces remerciements toutes celles et tous ceux qui, dans la lumière d'aujourd'hui ou dans l'ombre, se sont mobilisés pour que ce week-end studieux vous soit agréable. Et j'accorderai un mérite particulier à notre hôte, M. Fabien Deck, le proviseur de cet établissement. Nous nous connaissons depuis un certain temps. Je savais compter sur sa probité, son enthousiasme, son professionnalisme et surtout son sens de l'accueil. Il a compris, et vous l'avez entendu, immédiatement la nature des enjeux qui étaient le nôtre. Il se trouve, lui aussi, un allié membre de l'Arbre dans la place, M. Viard, qui vous a accueilli ce matin et qui a eu à cœur d'être notre relais dans l'établissement. Vous l'aurez croisé, qu'il soit à son tour remercié pour son investissement personnel. Ce midi, vous goûterez des tartes Robespierre. Vous savez que Robespierre fit l'éloge de la tarte, et si vous voulez ce poème, chers amis, eh bien je vous recommande d'aller sur notre site et puis de le lire avec régal. Donc vous goûterez ce midi les tartes Robespierre, réalisées pour vous par les élèves du lycée Savary, qui sont à l'entrée avec leurs professeurs. Et les saluer tout particulièrement. Vous voyez, les lycées d'Arras se sont mobilisés avec nous pour faire de cette journée une journée, je l'espère,
passionnante. Je me dois, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, faire une mention particulière à tous mes amis membres de l'Arbre, qui se sont vraiment mis en quatre pour vous réserver le meilleur accueil. Nous travaillons à cela depuis février, dans l'incertitude des conditions que vous connaissez, et ça n'a pas toujours été très facile. On va le tenir, on ne va pas le tenir, on va le faire, on ne va pas le faire. C'était vraiment très difficile. Je souhaite aussi souligner l'intérêt que nos associations locales, l'Académie des Belles Lettres, que j'ai cité tout à l'heure, ils vous font don d'un texte de Robespierre que j'aime beaucoup, qui est le discours que Robespierre prononçait à l'Académie de Metz, qui lui valut un prix, et qui parle de l'état des bâtards. Dans ma longue carrière, je n'ai eu à pratiquement m'occuper que des enfants de l'école qui étaient ce qu'on appelle des enfants en difficulté. Des enfants qui venaient bien souvent de l'assistance publique et puis des enfants handicapés. J'ai relu dernièrement ce texte de Robespierre. Vous le relirez avec intérêt et vous penserez, encore aujourd'hui, à la manière dont parfois les préjugés s'exercent sur les enfants qu'on nomme malencontreusement et vraiment très mal à propos les bâtards. Donc voilà, c'est l'Académie d'Arras, dont vous savez que Robespierre en fut le directeur, qui vous offre ce document. Il a été mis à votre disposition sur les chaises et il vous a été remis à l'entrée dans le petit sac. Voilà, merci à l'Académie, merci à son président qui ne pouvait pas être là, mais qui est représenté par notre ami Bernard Sénéca qui est là. Merci aussi à monsieur le directeur des archives départementales, monsieur Gallois, que je guette du regard, voilà, qui est là, à côté de monsieur Viard, parce que, voilà, monsieur Gallois représente le département, monsieur le président du conseil départemental, étant occupé ailleurs, ne peut pas être là ce matin. Une salutation tout à fait particulière car il nous a d'abord permis d'exposer l'exposition des archives départementales sur la Révolution dans le Pas-de-Calais, que vous aurez l'occasion de contempler, et puis nous aider à la réalisation de cette exposition qui s'appelle Les députés conventionnels du Pas-de-Calais, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Enfin, merci à vous, monsieur le maire, qui avez accepté d'accueillir nos congressistes ce matin. Il y a 4 ans, vous nous aviez fait l'honneur de votre présence au colloque qui concernait déjà la naissance de la République. Et je crois savoir que pour la ville d'Arras, c'est l'année de la République, 2021. Et donc, la société L'Arbre, société trentenaire arageoise, est de vous bien connue. Et aujourd'hui, vous le savez, nous avons la charge d'accueillir nos associations amies dans ce congrès. Ils nous font honneur, comme ils font honneur à votre ville et à l'avènement de cette première République à laquelle on doit tant. Au moment de m'adresser à vous, j'ai une pensée émue pour M. Jacques Herrère, qui est un Girondin robespierriste. Oui, oui, ça ne s'invente pas. Il a disparu fin 2019 et c'est à lui que nous devons la dénomination de ce lycée, qui était autrefois le lycée de garçons d'Arras. Et Jacques Herrère a été professeur pendant de nombreuses années dans cet établissement. Et c'est lui qui a lutté dans les années 60 et qui a mené un combat, qui a mobilisé autour de lui ses collègues, la municipalité, les syndicats d'enseignants, etc., pour que ce lycée devienne le lycée Robespierre. Et voilà, et les élèves Robespierre. Voilà. Donc, j'ai une petite pensée émue pour M. Jacques Herrère qui nous... voilà. Et je crois qu'il aurait été ravi que ce congrès se tint dans ce lycée. Voilà. Nous avons été aussi très sensibles
à l'aide que nous vous avez accordée par l'intermédiaire de vos services. Et de M. Viard, qui est pour tout ça mon interlocuteur privilégié. Je vous serai reconnaissant, Monsieur le maire, de leur transmettre toute notre gratitude pour la qualité des panneaux d'exposition qu'ils ont réalisés, pour la diligence avec laquelle ils ont répondu à nos demandes et avec laquelle ils ont installé à l'extérieur ces mêmes panneaux qui resteront offerts au public pendant 3 semaines, un mois. Demain, lors de la visite de la maison de Robespierre et du cœur de notre belle ville, guidée par notre ami Bernard Sénéca, nous aurons le souci de présenter le projet retenu par votre municipalité pour la maison Robespierre et d'en dresser l'historique. Je soulignerai simplement ici que l'Arbre réclamait depuis 1989 la création d'un musée. En 2016, j'ai eu le privilège de vous remettre une pétition de plus de 6000 signatures, dont beaucoup provenant de l'étranger. Car l'Arbre a aussi des membres qui sont des membres. Nous sommes une association internationale. Et nous avons parmi nous Mademoiselle Wang, qui est devant moi. Voilà, s'il vous plaît, qui nous vient de Chine. Voilà. Et nous avons aussi notre ami Ingolf Bayer, qui est membre de notre conseil scientifique et qui, lui, nous arrive d'Allemagne. Voilà. Et nous aurions été heureux, sans les détours des autorisations complexes, d'accueillir aussi un membre de notre conseil d'administration qui s'appelle Mark Billings et qui nous viendrait du Canada. Voilà. Alors, beaucoup de signatures qui provenaient de l'étranger. À l'issue de notre entrevue, vous nous avez demandé un projet concret. Nous l'avons fait, et avec le conseil scientifique que nous vous proposions de créer, vous l'avez précisé, développé, enrichi, puis acté. Nous avons pu ainsi dépasser les clivages et les préjugés politiciens et nous accorder pour confier aux historiens de nous dire, comme le disait il y a bientôt 80 ans, peut-être même plus, le célèbre historien Marc Bloch, robespierriste, anti-robespierriste, de grâce, par pitié, dites-nous simplement qui fut Robespierre. Vous vous êtes engagé à le rendre opérationnel d'ici la fin de votre mandature. Convenez que nous avons été, monsieur le maire, opiniâtres et patients, mais il nous tarde désormais d'en voir le commencement des travaux et son inauguration. Voilà, je sais que votre temps est compté. Nous aurions plaisir, les associations réunies, à ce que vous nous accompagniez pour le vernissage de l'exposition. Mais nos amis ont déjà pu la découvrir. Encore merci et je donne, si vous me le permettez, la parole à Hervé, car c'est lui qui va nous donner un petit peu le fil directeur de nos travaux aujourd'hui. Merci Alcide. Bonjour à tous et à toutes, citoyennes, citoyens, pour reprendre la tonalité révolutionnaire et républicaine qui a été donnée à cette séance d'aujourd'hui. Alors en tant que président de la Société des études robespierristes, je voudrais avant tout me réjouir de 3 aspects importants, je crois, de cette journée. Tout d'abord, de la vitalité de la vie associative qui se manifeste aujourd'hui. D'abord parce qu'une douzaine d'associations dites amies de la Révolution, parce qu'elles rendent hommage souvent à de grands personnages de la décennie des années 1790, une douzaine donc de sociétés dites amies de la Révolution ont décidé, en 1988, à Ivry-sur-Seine, de se réunir normalement tous les 2 ans pour débattre ensemble, pour rencontrer un public plus large, pour faire vivre l'histoire et la mémoire de la Révolution française. Ces associations sont pour la plupart présentes aujourd'hui et sont donc partenaires dans cette organisation du 2e congrès de la Société des Amis de la Révolution. C'est un événement qui est d'une certaine manière
partie prenante de notre conception de la démocratie. La loi de 1901 est une loi fameuse et précieuse qui permet aux Français de se réunir librement, de débattre, d'échanger dans le cadre d'associations comme celles qui sont représentées aujourd'hui. Et la manifestation que nous suivons aujourd'hui fait partie de cet esprit-là. Et cette vitalité associative est un sujet de contentement pour ceux qui l'observent. La deuxième raison pour laquelle cette journée est importante, c'est bien sûr par le thème qui est abordé. Le thème qui a été choisi par les 12 associations est celui d'enseigner la Révolution française. Et on le sait, ça a été rappelé, l'enseignement de l'histoire n'est sans doute pas un enseignement comme les autres. On n'enseigne pas l'histoire, on enseigne les mathématiques, les sciences physiques ou la biologie. L'histoire a une dimension, qu'on le veuille ou non, une dimension citoyenne. Discipline comme les autres, surtout lorsqu'elle se marie à d'autres disciplines comme la littérature ou l'expression théâtrale, on l'aura compris. Et la Révolution française, dans l'histoire, est aussi une période tout à fait particulière pour les enseignants, bien évidemment, parce que c'est la période où la souveraineté nationale s'affirme, où les droits de l'homme sont déclarés, où la République va naître une première fois en 1792. Et c'est vrai que toute l'actualité de cette révolution, elle vient de nous être déclamée, notamment avec ce débat sur l'abolition de la peine de mort de mai-juin 1791, qui est le premier débat parlementaire français sur l'abolition de la peine de mort. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la peine de mort a été une première fois abolie en octobre 1795. Alors une abolition, c'est vrai, imparfaite, parce qu'on a aboli la peine de mort et cela devait entrer en action au moment du rétablissement de la paix. Ce n'a pas été, c'était le consulat. Et finalement, cette première abolition de la peine de mort, 1795, on a dû attendre il y a 40 ans cette année pour la voir effective. Et on sait que ce n'est pas la seule mesure de la Révolution qui a mis du temps à entrer dans les lois, même si la Révolution, par ailleurs, a des moments tragiques, on en convient tout à fait, bien évidemment. Mais pensons à l'abolition de l'esclavage, février 94, février 1794, il faut attendre 1848. Pensons aussi à certaines mesures comme l'égalité femmes-hommes. Je pense notamment à une loi totalement oubliée aujourd'hui d'octobre 1793. C'était l'époque où on élaborait un premier projet de code civil. Et on a fait entrer dans la loi à ce moment-là l'idée que la femme et l'homme avaient un droit égal dans la gestion des biens du couple. Cette loi-là, elle est entrée dans le code civil en 1985. La première fois qu'on l'a fait entrer dans la loi, c'était octobre 1793. Et on voit par là, bien évidemment, toute l'actualité de ce moment révolutionnaire qui est extraordinaire. Alors, toute une série de tables rondes, vous en avez la présentation dans le programme, et je n'entrerai pas dans le détail, va faire l'objet de toute une série de tables rondes, va revenir un petit peu sur ces moments parfois dramatiques, parfois exaltants par leur postérité. Et ces tables rondes ont pu être montées notamment grâce à la PSG, je pense à Evelyne Prouveau, qui nous a énormément aidé pour l'élaboration de ces tables rondes. Je pense à son vice-président aussi, François Darocha-Carnero, qui est présent et que je salue. L'APHG, l'Association des professeurs d'histoire-géographie, est partenaire à part entière de cette journée. Et il était important pour les associations qui avaient organisé cette journée de les associer de manière à monter ensemble une réflexion sur l'enseignement dans le primaire, dans le secondaire, aussi bien au collège qu'au lycée. Vous aurez ainsi toute une série de tables rondes à partir de 11h qui se pencheront sur les programmes, qui se pencheront sur la manière d'enseigner cette période tout à fait particulière parce qu'elle a un poids dans notre présent qui est absolument fondamental, sur aussi la manière de transmettre des questions peut-être plus délicates ou transversales sur la République, sur la citoyenneté, des thématiques qui sont aujourd'hui encore centrales ou comme la question coloniale, qui sont aussi parfois des thématiques qui peuvent être douloureuses à certains de nos concitoyens. Ça, c'est un deuxième motif de satisfaction. Le troisième motif de satisfaction, c'est de voir l'écho mais je n'en doutais pas parce que j'habite pas loin d'ici et je connais les institutions locales, que cet événement a reçu de la part des associations, l'Université pour tous de l'Artois, l'Académie d'Arras, a reçu également du lycée Robespierre, de la municipalité, des archives départementales d'Arras. Il y a là une synergie dans l'intérêt pour faire passer l'histoire auprès du public qu'on retrouve dans la vie d'Arras habituelle, aussi bien institutionnelle que associative, et qui fait bien sûr énormément de bien, qui est chargé d'optimisme. Et je crois que cette réunion des différentes associations, cette thématique commune d'enseigner la Révolution française, cette dynamique qui s'est aussi exprimée aujourd'hui d'une manière particulièrement émouvante avec ces voix d'Olympe de Gouges,
de Robespierre, tantôt féminine, tantôt masculine, mais les deux lui vont très bien, de Lepelletier de Saint-Fargeau. Toutes ces voix révolutionnaires qui nous parlent un discours qui nous touche encore aujourd'hui font que je crois que tous ces éléments-là sont des éléments chargés d'optimisme et des éléments qui augurent bien aussi du succès de cette journée. De faire un propos qui soit court et juste. Court parce que je suis attendu, juste parce que c'est un peu l'objet de votre colloque. Essayez finalement de partager la vérité, en tout cas une vérité ou des vérités qui conduisent surtout à ce qu'une personnalité comme Robespierre puisse avoir sa place dans l'histoire simplement et puis aussi en fait pour permettre à ce qu'on n'oublie pas la contribution d'une époque pour nous aider à être dans notre époque. Ça me paraît être assez... Je reviens sur ce que je vous disais simplement pour dire à Alcide, et il le sait, combien j'attache beaucoup d'importance au travail que vous pouvez faire, vous et d'autres. Laurent Viard, qui est ici présent, le sait, avec François-Xavier Mullart, qui est élu en fait en charge de travailler sur ces questions. Je suis vraiment très attaché à ce que les personnalités, y compris de notre ville, de notre territoire, puissent être connues par celles et ceux qui sont nos contemporains et qui malheureusement passent souvent à côté de ce qui marque peut-être leur rue, mais dont ils ne connaissent absolument pas ni l'importance, ni l'engagement, ni la trace qu'ils ont pu réaliser dans leur époque. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Laurent, avec quelques autres personnes, de travailler sur une redéfinition des personnalités qui marquent en quelque sorte l'ensemble de notre territoire et que petit à petit, on veillera à essayer de mettre en avant justement les uns et les autres pour que nos contemporains sachent et ne soient plus ignorants. Moi, ce qui m'a marqué beaucoup au cours des, allez, on va dire 40 dernières années, j'ai 53 ans, donc, et je pense qu'à une époque, j'ai commencé à m'interroger sur toutes ces questions, c'était le débat passionné que suscitait Robespierre. Quand je dis passionné, j'essaie d'être positif, et comme je suis centriste, je trouve toujours les mots qui sont équilibrés. Et le côté passionné, en fait, m'a conduit à finalement considérer que, quand j'ai eu un peu de responsabilité, qu'il fallait que la personnalité de Robespierre ne soit plus, en fait, un sujet ou de passion ou de rejet. Il fallait, en fait, que ça soit un élément qu'on puisse apprécier dans sa globalité, regarder dans sa globalité, critiquer dans sa globalité. Après tout, c'est aussi en fait ce qui fait notre République, c'est le fait d'être pour ou contre, le fait d'adhérer ou de ne pas adhérer, le fait de soutenir ou de ne pas soutenir, mais en tout état de cause, la responsabilité ou notre devoir de considérer. Quand on est en République, on considère. Tu parlais tout à l'heure de celles et ceux qui étaient pour ou contre le pass, pour ou contre la vaccination. Notre société nous permet de nous exprimer. D'ailleurs, vous verrez certainement passer des révolutionnaires dans la rue tout à l'heure qui passeront, je pense, à proximité du lycée, on ne l'a pas fait exprès, pour manifester contre le pass sanitaire. Ça fait partie, en fait, de cette possibilité qui existe dans notre République, que l'on doit respecter, à condition que ceux qui manifestent respectent aussi ceux qui ne pensent pas la même chose. Troisième chose, tu m'interpellais sur le devenir en fait, de cette maison Robespierre et du musée. Alors je voulais encore remercier Gérard Barbier qui, révolutionnaire modéré aussi, a réussi à réunir des personnalités dont certains étaient ici et qui ont permis de tracer un chemin. Et le chemin en fait, que j'ai publiquement affirmé et rappelé et qui n'est pas contesté, ce qui est quand même un signal, permettra forcément à un moment donné de dessiner, d'affirmer la construction de fond de la maison, pas dans ses murs mais dans son exposition,
pour qu'on puisse transmettre en quelque sorte ce travail et cette présence de Robespierre dans la vie de la cité. J'ai dit à la fin de ma mandature, je n'ai pas dit laquelle. Mais sache que quand... Je sens qu'on va devoir voilà. à nouveau. Non, mais sache que quand je dis quelque chose, je le fais et Laurent, qui est ici, peut en témoigner. Rares sont les années où, quand on discute budget, en fait, je n'interpelle pas les équipes pour savoir ce qui est prévu pour essayer d'avancer pas après pas dans la réalisation de ce musée, en tout cas de cette maison. C'est difficile pour une ville comme la nôtre, et vous n'êtes pas tous d'Arras ou de l'Arageois, donc vous pourrez peut-être percevoir ce que je veux dire. Vous voyez, ce matin, je passais aux Carrières Wellington, on est en train d'investir 800 000 € pour refaire en fait, la scénographie des Carrières Wellington. Ça paraît rien, mais en fait, c'est quelque chose qui était devenu nécessaire, puisque les carrières avaient une vingtaine d'années, qu'on a 80 000 visiteurs par an et que la scénographie était un peu épuisée. 800 000 €. Bon, alors ça va vous faire rêver en fait pour la maison Robespierre. En tout cas, sachez que voilà, je me suis engagé et je réaliserai ça comme je le pourrai, mais je le ferai. Voilà, je ne peux pas être plus précis dans le calendrier, mais tu sais que tu me connais depuis longtemps. Quand je dis quelque chose, je le fais. En vous écoutant, je m'adresse aux jeunes qui se sont exprimés. Premièrement, bravo, parce que vous avez eu une expression forte et puis vous l'avez bien vécu, hein, parce qu'il faut vivre un texte pour pouvoir le partager et en faire comprendre un petit peu la substance. En fait, je pensais à Robert Badinter, à Simone Veil et à Christiane Taubira. Et ceux qui travaillent avec moi, en fait, savent que ce sont trois contemporains que je dis à ceux avec qui je discute souvent comme étant trois contemporains que je respecte beaucoup. Ils sont très différents les uns les autres. Ils n'ont pas œuvré pour les mêmes raisons, ils n'ont pas œuvré à partir des mêmes positions, mais ils ont défendu finalement des choses qui me paraissent être bonnes pour une société qui veut avancer et qui finalement n'étaient pas révolutionnaires dans ce qu'ils ont défendu, puisque si je t'écoute Hervé, et je me permets de tutoyer, puisque j'ai compris qu'ici tout le monde se tutoyait normalement, puisque... voilà, je sais, ouais, puisque je me dis en fait que ces gens-là ont eu le courage de remettre des sujets sur la table et de les porter avec force dans une époque où il fallait quand même se confronter pas obligatoirement à une adhésion, mais aussi quelquefois beaucoup d'opposition. Et ce qu'il faut dans une société comme la nôtre, c'est finalement savoir poser un chemin et le suivre. Il ne faut pas toujours, en fait, uniquement aller dans le sens du vent. Ce qui fait, en fait, qu'on peut être dans une majorité ou dans une opposition, mais quand on a une petite conscience politique, je dirais qu'on trace un chemin et on s'y tient. Et on peut ajuster le chemin, parce que le monde évolue, le monde change. Il faut aussi tenir compte des éléments qui entourent le monde. Mais il faut savoir, en fait, tenir le cap. Donc, ce que je souhaite, c'est que tu tiennes le cap pour continuer à défendre cette maison Robespierre que la ville a achetée et que la ville entretient, que la ville a même avec les compagnons du Tour de France réussi à rénover, en tout cas pour sauver le clos et le couvert et essayer de lui préparer un avenir. Et ça, c'était déjà révolutionnaire. Et c'est mon prédécesseur qui l'a fait après que son prédécesseur avait acheté la maison, comme quoi il y a une continuité dans la détermination. Et puis, je souhaite que vous puissiez continuer aussi votre travail et tenir le cap, parce que voilà, ce qu'il faut, c'est faire vivre en quelque sorte l'histoire, et l'histoire, elle vit à partir de ceux qui la comprennent et qui essayent, en fait, en tout cas, de la partager. Et puis, merci à toi d'avoir accueilli le colloque, parce que je pense que ce n'est pas obligatoirement évident pour un responsable d'établissement, de lycée, d'être ouvert un samedi.
mais d'être ouvert en fait sur un colloque qui peut forcément plaire ou déplaire. Et je trouve que c'est très bien que les établissements scolaires s'ouvrent en quelque sorte à cela. Et puis je terminerai en disant qu'à l'époque de l'inauguration du lycée, Guy Mollet n'est pas venu. Il n'est pas venu parce qu'il y avait contestation sur la dénomination du lycée. Aujourd'hui, je suis là. Ce qui fait que quelques décennies plus tard, en fait, ça prouve aussi l'évolution de la société dans laquelle on réussit à façonner l'avenir. Voilà, merci à vous. Depuis que j'ai été président, monsieur le maire, il faut le dire.